Nous restons sur la Tunisie où on annonçait donc le président Essebsi en état critique après un grave malaise. Roger Azondjani, vous aviez la parole. Merci beaucoup. Lorsque j'ai suivi tout à l'heure Monsieur Credo, le directeur de publication du journal Le Médium, j'ai failli applaudir, tout simplement parce que lorsqu'il a, il a évoqué l'article 75, je suis très content, tout simplement parce que cet article doit être mis à l'actif de notre regroupement. Si je parle de regroupement, je veux parler de groupe des centristes. En tant qu'opposition parlementaire, nous avons milité, ou bien nous avons mis tout ce qui est possible à notre niveau pour que cet article soit voté, parce que cet article permettra un tant soit peu une certaine décrispation de la situation politique que nous traversons dans notre pays depuis très longtemps, parce que la question de départ du pouvoir a toujours été l'arête dans la gorge. Et les anciens présidents qui se demandaient est-ce qu'il faut quitter, est-ce qu'il ne faut pas quitter. Donc je salue vraiment l'article 75 et l'histoire retiendra que c'était au cours de notre mandature que cet article a été voté. Merci. Non, vous avez vu que il y avait quand même des sourires au coin parce que lorsque j'écoute mon ami Roger qui met sur la natif donc des centristes, je me dis que c'est un travail insuffisant. C'est un travail insuffisant parce que si les centristes veulent bien qu'on aille à une décrispation donc de la vie sociopolitique, je crois que j'aurais souhaité qu'ils proposent beaucoup plus une amnistie générale parce qu'il y a également des opposants qui sont donc sur le coup de la loi aujourd'hui. Il y a des gens qui, avant de quitter le pays aujourd'hui, doivent demander quand même à la justice que nous allons à l'extérieur du pays, voyez-vous. Donc cet article 75 ne protège que le chef de l'État. Ah, moi je veux bien... Généralement, c'est lui qui cristallise les... Oui, justement, moi je veux bien qu'il n'y ait pas quand même cet article-là, que l'épée de Damoclès plane sur la tête donc, du président. Comme ça, dans l'exercice de sa fonction, il pourra mieux faire. Aujourd'hui, la voie est presque banalisée pour le chef de l'État de faire ce qu'il veut, parce qu'à la fin, il ne sera pas content donc, de ce qu'il a fait, voyez-vous. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je mets beaucoup plus de doutes, de bémol sur quand même l'esprit de cet article. Et je n'arrive même pas à concevoir pourquoi est-ce que les centristes sont finalement allés quand même au vote donc de l'article 75, parce que si vous voulez protéger quelqu'un pour lui permettre quand même de faire autant de mal au pays mais il ne s'agit pas de vous voyez aujourd'hui je crois que ce que nous avons aujourd'hui, l'esprit de cette loi, si on prend le cas du Togo, il est vrai, on est sorti un peu de la Tunisie, bon, on va revenir tout à l'heure. Si nous prenons le cas du Togo, c'est justement pour protéger le chef de l'État. Parce qu'il y a tellement donc, de choses que nous avons traversées dans ce pays. Quand je dis 2005, tout le monde donc, a les larmes aux yeux donc, autour de cette table. J'avais cette discussion avec quelqu'un il y a 2 jours. Oui. Les événements de 2005, il n'était pas encore président. Ah oui, vous savez, ça c'est autre chose. Vous savez, les événements de 2005, je crois que déjà le 7 février 2005, il était président de fait. Parce qu'il a démissionné plus tard le 28 février 2005. Voyez-vous, et du 5 jusqu'au 28, il y a des choses qui ont été, il y a des actes qui ont été posés dans ce pays et qui n'ont pas... Oui, je voudrais juste faire une petite rectification, si on peut l'appeler ainsi. Lorsque mon frère ami parle de l'article 75 qui ne protégerait que le chef de l'État, une constitution est votée et la constitution a droit sur tous les citoyens. Si demain il y a une alternance, ce ne sera plus le chef de l'État seul qui serait concerné par cet article. Ce serait valable également pour le nouveau président qui sera élu. Donc, si vous mettez la personne du chef de l'État devant, je pense que sincèrement, on est en train un peu de trop personnaliser, excusez-moi le terme, le débat. Donc cet article 75 est valable pour tout citoyen qui est capable de devenir président de la Non, en fait, la dénonciation est faite sur l'opportunité même de cet article. Au moment où mais la politique, c'est ça. Au moment où il n'y a rien qui ne pousse donc à traduire le chef de l'État devant les tribunaux. Non, on va revenir là-dessus. Non, j'ai suivi avec intérêt mon cher ami Sylvestre, mais lorsqu'il se posait des questions sur l'esprit de cet article 75 nouveau, mais moi, au-delà de l'esprit, je voudrais parler de la méthodologie et puis de la pédagogie.
Parce que l'histoire politique du Togo et puis de quelques pays africains a montré que lorsque un chef d'État est dans l'exercice de son pouvoir, il y a eu certaines classes qui n'attendent que son renversement ou bien son départ du pouvoir pour lui jeter tout. Maintenant, il y a aussi un côté qui est que nous ne voyons pas, c'est que ce n'est pas le chef de l'État. Lorsqu'on parle de commission de voies de fait, ou bien lorsqu'on parle, disons, des actes qui ne sont pas souhaités, ce n'est pas le chef de l'État qui se lève. Ça vient de son entourage, de ses collaborateurs. Et vous aurez remarqué que l'esprit de cet article ne donne pas, disons, la protection aux collaborateurs du chef de l'État. Cela voudrait dire que lorsque vous exercez le pouvoir avec l'autorité du chef de l'État, vous devez vous poser des questions avant de commettre des actes. Parce que lorsque vous serez dans l'état de commission des faits, c'est vous qui êtes comptable. Et là, je crois que cela doit être, disons, encouragé. C'est déjà un pas. Aucune loi n'est parfaite. Il y a toujours de l'imperfection. C'est dans la pratique. C'est dans la mise en pratique de ces lois qu'on relève les insuffisances possibles et autres là. Donc aujourd'hui, que les centristes réclament la paternité de cet article 75 de notre nouvelle constitution, je dis, c'est déjà un pas qu'on a fait. Maintenant, il y a un autre point que Sylvestre a soulevé, qu'il aurait souhaité que l'esprit ou bien une amnistie générale. Qu'il y ait une amnistie générale. Justement. Mais le sujet amnistie générale ne se règle pas dans la Constitution de la République, mais ça peut se retrouver, ça peut être objet d'un autre débat qui pourrait aller non seulement du côté de l'hémicycle, mais également de toute la classe politique qui va penser à accorder l'amnistie, disons, générale ou bien sectaire. Donc, ce que je voudrais dire, pour qu'on puisse comprendre le sujet, c'est que on ne peut pas mettre dans la Constitution de notre République cet aspect d'amnistie générale. Ça va encourager les voies de fait. Mais cela ne voudrait pas dire que ce n'est pas... Là, vous oui, me rejoignez parce que cela ne voudrait pas dire que ce n'est pas discutable. C'est discutable lorsque la classe politique va se mettre d'accord pour dire voilà, de telle année à telle année, nous allons dans ce truc-là. Mais ce n'est pas encore tard. Mais ce n'est pas encore tard, Sylvestre. Mais la façon dont vous l'avez dit, c'est comme si dans les réformes constitutionnelles, on devrait évoquer ce sujet de la il faudrait que ceux qui ne suivent générale. Quand même faire en fait la part des choses. Tu as fini justement parce que moi je dis. Non, je n'ai pas fini. Tu as arraché la parole. Mais je te le conseille. Parce que tu as laissé une patte glissante parce que non, ce que j'ai dit, vous savez, aujourd'hui, si les centristes veulent bien qu'on aille une discussion, je crois qu'il faudrait justement je finis, on va en arriver là, mais je crois qu'il faudrait que tout le monde soit concerné, parce que quand on parle de centrisme, il faudrait que les centristes ont quand même une vision globale, c'est-à-dire se mettre au-dessus de la mêlée, hein, ils prennent un peu de hauteur pour niveler la chose. Donc je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez bien l'esprit de la loi, sa conception et l'opportunité aujourd'hui, c'est juste pour faire la part bête donc à une seule personne. Et c'est le chef de l'État, malheureusement. Je crois que pour l'instant, le risque, c'est qu'on fasse une focalisation sur une personne. Le risque de l'interprétation, c'est qu'on fasse une focalisation sur une personne. Parlant de Béji-Caï de Saint-Louis, jusqu'à l'heure nous parlons est dans un état critique. C'est quand même important d'en parler. Roger Zodani, dans le pays, les Tunisiens se préparent à des élections présidentielles et législatives en octobre et novembre prochains. Or, le président est victime d'un malaise. On ne lui souhaite pas, mais tout peut arriver. Hein. Ça peut être aussi la fin de son mandat. Celui qui doit logiquement et constitutionnellement le succéder si quelque chose arrivait est aussi malade, même s'il a quitté l'hôpital. Donc, c'est un malade également. Le sommet de l'État tunisien est malade. Oui, effectivement, vous l'avez dit, le sommet de l'État tunisien est malade. Mais moi, ce que je voudrais relever après tout dans cette affaire, c'est qu'à un certain moment, nous devons comprendre que, quels que soient les moyens, laissez-moi y aller dans ce sens, quels que soient les moyens dont vous disposez en tant qu'être humain, vous pouvez être à tout moment être frappé par une maladie quelconque. Hein. Je ne saurais dire si c'était opportun qu'il tombe malade en ce moment, mais tout ce que moi je peux lui souhaiter en tant que citoyen, en tant qu'être humain,
c'est un prompt rétablissement. Pour que le vide constitutionnel ne soit pas constaté au niveau de son pays, pour que la Tunisie aussi ne bascule pas dans des situations, des bribes de crise voilà, qui commencent par naître. dans des situations catastrophiques comme on l'a connu ailleurs. Donc je voudrais juste dire que à un moment donné, nous, êtres humains, nous devons avoir cette humilité d'écouter nos peuples et penser à l'avenir de nos peuples. Donc, je ne peux que lui souhaiter un prompt rétablissement. Si vous permettez, moi, je crois qu'aujourd'hui, les Tunisiens doivent aller vite. Ils doivent aller vite parce que généralement, dans ces dernières situations, il y a souvent ceux que j'appelle les troubadours, ceux qui sont autour donc, du chef de l'État, qui ne veulent pas, ou qui n'aiment pas qu'on puisse. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous verrez que les gens parlent donc que son État est stable, dans cette logique où le monsieur peut encore revenir. Si aujourd'hui, il est avéré que le président tunisien ne peut plus revenir, je crois qu'il faut faire vite et on suit quand même le cours donc, de la Constitution, que le président du Parlement puisse prendre donc la relève, qu'on a gagné des élections pour que quelqu'un d'autre arrive au pouvoir, parce qu'il y a tellement donc, de défis aujourd'hui qui attendent donc, le peuple tunisien, surtout les défis sécuritaires, où le pays est souvent frappé donc, par la cellule djihadiste tout le temps. Même le jeudi dernier, on en a encore eu. Il y a eu un attentat. Donc, je crois véritablement qu'il faut aller là rapidement. S'il est avec que le monsieur ne peut plus revenir, qu'on aille rapidement, consulte donc la Constitution et qu'on dote le pays donc des gens qui peuvent conduire les affaires politiques. Fredo, déjà, quand le président Essebsi avait fait son malaise, la présidence a écrit Monsieur Essebsi, victime d'un grave malaise, a été transféré à l'hôpital militaire de Tunis. Moi, c'est l'adjectif grave là qui m'intéresse. Généralement, les présidents sont dans une communication atténuante. Mais là, on semble présenter la situation telle qu'elle est. Non, mais moi, je crois que c'est le côté positif de cette communication. Ils n'ont pas voulu... on a parlé d'un petit... de fatigue. C'est passé à sévère, et puis après, c'est AVC. Non, mais je crois qu'il y avait eu, disons, une évolution dans la maladie de M. Ali Bongo. Mais je crois AVC où il est fatigué. Où il est fatigué, de la fatigue, on a vu une fatigue sévère jusqu'à ce qu'on... Et puis il est passé aussi de la mort à la vie. Oui, de la mort à la vie. Donc je crois que c'est ceux qui voudraient le voir mort qui ont alimenté cela au niveau de l'opinion. Mais moi je dis, en fait, c'est là où je voudrais féliciter la communication présidentielle en Tunisie, parce qu'ils ont présenté l'État. En fait, c'est une prise de responsabilité parce que tout peut arriver. En parlant d'un grave malaise, je dirais même qu'un grave malaise ne saurait être un qualificatif qui n'a fait que maquiller un peu l'état de santé. Un grave, oui, la gravité, elle est prononcée. Mais quand on me parle de malaise, je m'interroge aussi parce que lorsqu'on me parle de grave malaise, donc on peut dire que en fait, c'est une situation assez surprenante. Donc on ne s'y attendait pas. Maintenant, ça peut être un AVC. Ça peut être quelque chose de plus complexe, de plus compliqué. Mais on va pouvoir le truc là. Maintenant, au niveau de l'aspect communicationnel, donc il y a déjà un pas pour situer l'opinion que le président ne va pas bien. Tout peut arriver dans les heures ou bien dans les minutes qui suivent. Maintenant, quand on nous parle de graves malaises, quelques heures après, quand on nous parle de la stabilité de son état de santé, donc cela est un sujet à réflexion. Et lorsqu'on sait que constitutionnellement, celui qui peut ou bien qui doit jouer les premières fonctions aussi est quelqu'un qui est convalescent. Donc on peut s'interroger pour le peuple tunisien. Mais cela ne voudrait pas dire que lorsqu'on est au perchoir, on ne peut pas tomber malade. Donc on peut tomber malade. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces personnes, nos chefs d'État qui tombent malades, que nous leur souhaitons, disons, une prompte guérison et non espérer les voir passer de vie à trépas. Alors Roger Azojani, Firas Gefresh, qui est conseiller du président de la République, lui, il avait d'abord écrit « La situation du président est critique » avant d'ajouter que l'état du président est stable. C'est contradictoire. Bon, vous savez, les situations en cas de maladie peuvent évoluer d'une minute à l'autre. Lorsqu'il dit que cette situation est état critique, bon, on suppose qu'on lui a injecté
certains, c'est pas moi. C'est comme s'il a été transporté à l'hôpital dans un état critique et après des soins de qualité dignes de ce nom, avec des spécialistes dignes de ce nom également, son état est revenu un peu stable. Non, moi je crois qu'il n'y a pas assez de contradictions. Il n'y a pas assez de contradictions. Supposons que, c'est-à-dire, il est transporté dans un état critique, mais il n'y a pas d'évolution dans cet état critique-là. Ouais. Cet état est resté critique, voilà. Donc il n'y a pas assez d'évolution. Donc pour qu'on puisse peut-être dire que son pronostic vital est atteint. Mais quand on dit que l'état, d'abord il dit la situation du président est critique et après l'état du président est stable, c'est un peu comme s'il voulait atténuer ce qu'il a dit premièrement. Non, je ne dis pas nécessairement. Non. La situation est critique. D'accord. Donc ça peut traduire le grave malaise du chef de l'État, l'état dans lequel il se trouve. Maintenant, lorsqu'on parle de la stabilité de son état, en fait, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu évolution, il n'y a pas eu régression. Donc on peut jouer sur les mots pour communiquer. Mais la façon dont vous avez posé la question, ça prête aussi c'est un sujet à réflexion. Par exemple, on peut se dire, on peut également insinuer que, en fait, son conseiller, en parlant de situation critique, était dans un état alarmant, mais son état stable, c'est pour dire que on peut insinuer également une certaine évolution. Mais dans le cas d'espèce, c'est ce que Sylvestre a dit, c'est ce que nous avons dit, c'est une situation assez critique, d'où la survenue de sa maladie. Mais sur le plan clinique, le pronostic n'est pas atteint. Le pronostic vital n'est pas atteint. Son état est un peu stable. Donc, c'est dire que on ne peut pas à l'instant T dire que ça s'est empiré son état ou bien ça a évolué. Et puis l'esprit communicationnel, là aussi, on peut aussi, peut-être que c'est une manière également de dire à l'opinion, il est véritablement transporté dans un état critique, mais qui est stable. Et ils étaient donc dans cet espoir-là que ça peut revenir peut-être et pas évoluer peut-être vers l'avant si on peut le dire ainsi, mais revenir, c'est-à-dire on peut le récupérer d'une manière ou d'une autre. Donc je crois que on peut le comprendre ainsi. Alors, on va passer maintenant sur le Madagascar avec ce drame à Antananarivo, la capitale du pays, où une bousculade durant un concert a fait 16 morts et des dizaines d'autres personnes ont été blessées. Cela s'est passé le mercredi dans un stade de la capitale malgache, dans une bousculade survenue lors d'un concert organisé à l'Ocafet national. Le corps de 16 personnes, les corps de 16 personnes décédées, dont ceux de 3 enfants, étaient entreposés en soirée à la morgue de l'hôpital HJRA. C'est ce qu'ont constaté des journalistes. Un peu plus tôt, le directeur de l'établissement, le professeur Alison Oliva Rakoto, avait fait état de 15 morts et de 80 blessés. Selon des témoins, l'accident s'est produit dans l'après-midi devant le stade de Mahamasina, où plusieurs milliers de personnes se sont pressées pour assister à un concert après le défilé de la fête nationale. À la fin de la parade militaire, les forces de l'ordre ont ouvert les portes pour permettre aux spectateurs de la parade militaire de quitter l'enceinte, provoquant un mouvement de foule qui était massé à l'intérieur. Les forces de l'ordre ont alors immédiatement fermé les grilles et bloqué la foule, causant un empilement mortel. Ça, c'est un cas véritablement de, comment dire, je ne sais pas si je dois parler de négligence ou de Non, négligence, donc je peux dire que, en fait, c'est les mesures sécuritaires qui n'ont pas été efficaces parce que, vu, disons, la foule qu'ils avaient, donc ils devaient penser également à comment faire évacuer l'espace une fois la parade terminée. Donc je crois que le fait même d'ouvrir et puis de fermer avec la bousculade, l'empressement de tout un chacun, donc ce que malheureusement la situation qui est arrivée était prévisible. Donc on peut dire que la faute, elle est imputable aux forces de sécurité qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin d'évacuer le stade comme cela se doit. Donc c'est une situation assez triste. Mais au-delà de cette responsabilité première des forces de sécurité, donc il va falloir également faire la sensibilisation. Cela n'est pas valable uniquement au peuple malgache, même lorsque nous trouvons ou bien lorsque nous assistons à des spectacles
dans nos pays. Donc, lorsque il y a un match de football, on est au stade, il y a l'engouement. Donc, il y a toujours ces risques-là, mais il faudrait anticiper pour avoir des issues de secours ou bien aménager des portes d'entrée qui ne soient pas assimilées ensuite à des portes de sortie. Donc, on peut diriger les gens et vous verrez que dans certaines situations, dans certains pays, lorsque vous entrez dans un cadre avec une porte d'entrée, la porte de sortie, elle est assez éloignée. Donc, il vous faudra faire quelques marches avant d'y aller. Donc cela, en faisant cette marche-là, c'est des stratégies également pour que les gens, dans l'empressement, dans la précipitation, ne puissent pas s'agglutiner et étouffer des gens. Parce que ce n'est pas seulement le fait de piétiner dans la bousculade, les gens tombent, mais il y a des gens qui suffoquent aussi. Alors Roger Zanjani, c'est d'autant plus triste parce que ça se passe le jour de la fête nationale. Effectivement, nous avons appris cette histoire et vraiment, je crois que c'est un incident vraiment malheureux et très regrettable que des gens qui sont venus pour faire la fête soient tombés comme ça. Mais vous savez, dans ce genre de situation, il y a quelque chose qu'on appelle l'effet de foule. Lorsque il y a une petite panique qui s'annonce dans la foule avec tout ce monde, lorsque vous tombez, c'est difficile pour vous de vous relever. Donc ceux qui sont derrière vous vont vous piétiner. Le fait qu'une personne, 2 personnes, 3 personnes vous piétinent, vous imaginez ce qui peut arriver. Et donc, comme l'a dit mon frère, je pense que les forces de l'ordre et de sécurité ont manqué un peu de tact. Et c'est vraiment regrettable que cela soit passé ainsi. Mais au même moment, cela devrait nous aider à tirer des leçons parce que nous avons aussi les mêmes situations qui se produisent chez nous ici au pays. Il faudrait que les forces de l'ordre puissent avoir cette stratégie de pouvoir permettre à la foule, lorsqu'elle est amassée quelque part, quand il y a un petit incident qui puisse ne serait-ce qu'un petit pétard qui a éclaté, qui est des issues de secours. Des fois, vous voyez dans certains lieux publics, il y a au moins 2, 3, 4, 5 issues de secours. Parce que si c'est juste une seule issue de secours, imaginez toute la foule qui est concentrée sur une seule issue, ça va encore causer des problèmes. Donc, il faut penser à multiplier les issues de secours pour que de tels incidents, malheureusement, n'arrivent pas à une célébration d'une fête nationale qui, normalement, devait être un moment de joie et de gaieté pour la population. Alors, finalement, c'est une question d'infrastructure aussi? Oui, en partie. En partie, mais je crois que moi, je m'inscris beaucoup plus dans la gestion de la foule. Je crois que les forces de sécurité ont véritablement péché. Et pourquoi est-ce que la foule s'empresse à sortir? Je peux également trouver peut-être une solution à cela, parce que un fait à cela, parce que précédemment, il y a eu un précédent où lors d'une fête aussi, il y avait eu une explosion d'une bombe artisanale qui a fait donc des morts. Donc peut-être qu'à la fin, les gens sont pressés de rentrer pour ne pas être... parce qu'ils sont un peu revus encore cette situation. Donc, je crois que c'est les forces de l'ordre qui devaient quand même gérer la foule. Voyez-vous, dans ce genre de situation, il faut communiquer. Il faut parler donc aux spectateurs. Vous avez vu en France, lorsqu'il y a eu attentat en novembre, et il y avait quand même un match de football qui se jouait entre la France et l'Allemagne. Ils ont quand même demandé donc aux supporters de ne pas sortir donc du stade, que la situation est sous contrôle, que tout le monde reste à sa place. Voyez-vous, on peut communiquer, on peut faire passer ce genre de message pendant que d'autres vont quand même s'occuper à faire sortir les gens tranquillement donc, du stade. Voyez-vous, mais lorsqu'on laisse tout le monde et qu'il y a panique, il suffit juste que dans cette foule-là, quelqu'un peut peut-être lâcher un mot et là, ça va créer donc de la panique, voyez-vous. Donc, mais le fait que les gens sortent et que vous bloquez également la situation, il y a déjà la foule qui venait. Je crois qu'on doit nécessairement piétiner les gens. Donc, je crois que c'est la faute peut être imputable au service donc, de sécurité. Mais prochainement, il faudrait qu'on n'aille plus à ce genre de situation. Mais comme vous avez également posé la question, je peux dire également que le problème des infrastructures aussi en Afrique peut être également... on peut expliquer, soulever, parce que, vous savez, lorsqu'on n'a pas des espaces assez grands pour contenir un certain nombre de foules, mais on permet quand même à tout le monde de venir. Supposons que nous avons, c'est pas une place donc de 10 000 personnes,
et qu'on permette à ce que 20 000 arrivent à ce stade-là, je crois qu'il y a également un problème à ce niveau. À la sortie, on peut observer ce genre de situation. Ce genre de célébration, normalement, surtout quand c'est la fête nationale et qu'on fait des concerts, on sait qu'il y a énormément de monde. Il est préférable, peut-être comme ça se fait dans nos pays ici, de le faire en plein air. Oui, c'est ce qui est souhaitable, mais en plein air également, cela pose un problème sécuritaire parce qu'en plein air également, les forces de sécurité n'auront pas tout le contrôle de l'espace parce que tout peut arriver. En voulant circonscrire cela, donc ça c'est déjà une bonne chose, mais au-delà de l'effectif là, et c'est le dernier point du développement de Sylvestre, il faudrait également qu'on évolue avec la capacité même de l'espace. Si l'espace ne pourrait que prendre 5 000 ou bien 10 000, mais qu'on ne puisse pas permettre à ce que 15 000, 20 000 personnes puissent s'agglutiner sous le couvert d'une célébration nationale, qu'on puisse permettre cela. Donc voilà, c'est une question de responsabilité, même au-delà des forces de sécurité, c'est au niveau même des premiers responsables du pays. Il faudrait également faire dans la sensibilisation pour que ceux qui participent à ce genre, disons, d'activité aient également un comportement qui soit exemplaire. D'accord, on va marquer maintenant la pause et puis on revient après pour la seconde partie.